Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui d'aborder un sujet passionnant, les techniques de vente. Alors nous verrons tout d'abord les différentes approches commerciales existantes, les stratégies de vente que l'on peut développer, la vente et ses outils, l'entretien de vente, le traitement des objections, quelle argumentation développer en fonction du profil des clients, et enfin, trois éléments importants, l'écoute, le silence et la communication. Il existe deux approches commerciales bien différentes. La première, la plus ancienne, la plus percutante, ce qu'on appelle l'approche orientée vers la vente. Et ensuite, la plus moderne, qui répond mieux aux besoins des clients, l'approche orientée vers le marketing. L'approche vente est une technique relativement persuasive qui va, à travers la valorisation systématique du produit, la critique des concurrents, l'argumentation sans relâche, conduire le vendeur à insister, voire à fortement mettre la pression sur le client pour qu'il achète le produit. Ce qui se traduit pour le consommateur par souvent un synonyme d'arnaque et pour le professionnel un synonyme d'insatisfaction notoire. En fait, cette technique permet de réaliser une vente unique, mais sans aucun avenir commercial et sans aucune resouscription dans le futur. Comme par exemple, vendre un frigidaire à un esquimau. L'approche client, elle, a un gros mérite, c'est qu'elle tient surtout sa logique de l'approche client. Elle vise à répondre aux besoins du client. Elle va se centrer sur ce client et surtout comprendre ses problèmes et résoudre les problèmes qu'il pose. Donc, ça veut dire se soucier des besoins du client qui vont eux-mêmes constituer une opportunité et donc le vendeur ne sera plus un vendeur mais un conseiller client qui va suggérer la solution, une solution satisfaisante. À long terme, cette approche est plus efficace. Pourquoi? Parce que le client est rassuré. Il a compris la logique du vendeur qui a fait preuve d'écoute active, de congruence et bien analysé ses propres besoins. En ce qui concerne les stratégies de vente, on a toujours tendance à dire que les stratégies peuvent être différentes selon le type d'acheteur, selon le type de vente, et chaque stratégie a une particularité. Ainsi, on parle de vente progressive. Ça concerne des produits spécifiques. L'acheteur peut être connu ou inconnu. Le principe, c'est que l'on vend en plusieurs étapes. Par exemple, dans les activités de conseil, comme en publicité, en marketing, en études de marché, et on vend sur un cahier de charges. Par exemple, en matière de restauration collective, traitement de l'information, outillage. L'entretien de vente se décompose en plusieurs visites, il y a bien un problème à résoudre et on va formuler au fur et à mesure des visites les accords pris pour préparer les prochaines réunions. Les ventes flash, au contraire, peuvent s'adresser à n'importe quel produit. L'acheteur n'est généralement pas connu et le principe, c'est on conclut en une seule visite. On va retrouver là-dedans les ventes aux particuliers qui sont particulièrement agressives, la vente de vin à domicile, de lessive, d'encyclopédie, ou une vente de prospection qui consiste à aller placer un produit chez les détaillants. Le contact est essentiel pour se faire admettre. Les avantages doivent être identifiés par l'acheteur, mais y a-t-il vraiment un intérêt sincère du vendeur? Il est plutôt intéressé par sa commission. La vente répétitive, elle, va concerner toute une série de produits et de services, mais l'acheteur est connu. On refait une visite, c'est notamment le cas des vendeurs en grande surface, la vente au central, grossiste et revendeur. L'idée ici, c'est de créer un partenariat et les bénéfices escomptés de ce partenariat s'inscrivent dans la sphère du client. Lui va avoir un intérêt et donc on va poursuivre cette stratégie de vente. À partir de ces différentes stratégies, on va développer différents outils. Alors, il y a deux grands outils. Il y a les outils matériels, ce qu'on appelle les outils physiques, et les outils de communication. Les outils physiques, il y a différents outils qu'on utilisera soit au moment de la prospection, soit au moment de la présentation, soit au moment de la démonstration, soit à la conclusion. Nous verrons que ces outils sont en lien aux différentes phases de l'entretien de vente. Alors, ces outils peuvent être très différents. Par exemple, en matière de prospection, on aura un mailing, une lettre, des invitations, des coupons. L'objectif est d'accrocher le prospect, obtenir un entretien, ce qui permet
de réaliser un premier contact avant la prise de contact physique. Les outils de présentation, au contraire, c'est la carte de visite, la brochure, va consister à présenter la société, éveiller l'attention, rechercher le leader, laisser une trace physique. On l'utilisera en début d'entretien. Les outils de démonstration vont servir à prouver, illustrer la démonstration que le produit correspond au client. On utilisera un tarif, un projet, une proposition, un panel, un pressbook, etc. Tout cela est utilisé lors de la démonstration. Et enfin, les outils de conclusion permettent de conclure la vente, de matérialiser les accords pris en commun. Ce sera le bon de commande, ça sera la lettre de fin d'entretien, et ils seront utilisés après l'accord, le oui du client. Tout cela a bien sûr une approche particulière qui mérite d'être identifiée dans le tableau. À côté de ces outils physiques, nous retrouvons les outils de communication. Ça peut être des questions, qu'elles peuvent être ouvertes, de sondages, de faits d'alternatives fermés. Par exemple, on va chercher à créer le dialogue lors de la phase de contact. On va utiliser un sondage pour demander si le client est intéressant. On va utiliser des faits pour obtenir des informations, le nombre de clients, le nombre de visites, le volume des ventes, etc. On peut utiliser des silences, soit parce que le client n'a plus rien à dire, ce sera un silence creux, soit parce qu'il réorganise ses idées, ce sera un silence plein, ou le client n'arrive pas à parler, ce sera un silence tendu. Et puis on va utiliser les techniques de reformulation de manière à relancer la recherche d'informations, contrôler la compréhension de l'information, prendre conscience du contenu de l'information. Et enfin, on va utiliser les techniques de synchronisation. On va synchroniser l'intonation entre le vendeur et le client, le débit, la respiration, les postures. L'idée, c'est de comprendre le mode de fonctionnement du vendeur, de l'acheteur, et d'amener l'acheteur dans la situation de fonctionnement qui est le plus propice à un échange. Tout cela maîtrisé, nous arrivons à l'entretien de vente. Alors, l'entretien de vente, le but, c'est d'anticiper. Il y aura donc 5 phases qui seront successives, dans un ordre précis et qui sont indispensables. Il y aura avant l'entretien la préparation, puis la prise de contact. La 3e phase, ce sera l'approche du client. La 4e phase, ce sera la démonstration que l'offre répond à ses besoins. Et la 5e phase, ce sera la conclusion. Nous consacrerons une vidéo spécifique sur cette thématique. Quoi qu'il en soit, lors de l'entretien de vente, le vendeur sera confronté aux objections du client et il devra les traiter. Alors la première chose, il faut bien comprendre l'origine des objections et pour les traiter. Un client qui a une objection, c'est sans doute parce que le vendeur n'a pas découvert les motivations, les raisons d'achat de l'acheteur. Conséquence, on ne sait pas répondre, on n'a pas compris ses résistances, ses réticences. Ou alors, c'est que l'acheteur n'a pas de vision claire de la proposition. Quoi qu'il en soit, une objection doit être perçue comme étant une demande d'information complémentaire et pas comme un refus du client. Donc, 2 éléments, soit le client n'a pas compris, soit les explications manquent de clarté. Pour cela, on va mettre en place un principe qui doit être le suivant. L'objection n'est pas une agression ou une attaque personnelle, mais c'est une demande supplémentaire de renseignement. Pour cela, on va conseiller au vendeur de garder son calme, laisser s'exprimer l'objection complètement, l'écouter jusqu'au bout avec intérêt. Sur le plan technique, il sera invité à réargumenter, mais certainement pas immédiatement. Il convient de développer un schéma de résolution spécifique, comme nous le verrons quand nous traiterons l'objection en détail. Alors, le principe, c'est qu'on va identifier, faire l'inventaire et classer toutes les objections, de manière à identifier ce qu'on appelle les objections secondaires, celles qui ne sont pas importantes, des objections les plus importantes. L'objection principale, celle qui empêche de conclure la vente. Cette objection principale, on va essayer de la comprendre. On va donc la reformuler. Si je comprends bien, monsieur le client, c'est le client soit va acter, va marquer son accord sur l'objection, dans ce cas-là on pourra continuer, soit le client va dire ce n'est pas le cas, il faudra préciser le propos, il faudra
traiter l'apparition d'une nouvelle objection. Alors, cette nouvelle objection, si elle apparaît, on recommence le processus identification, inventaire et classement des objections. Par contre, si la vérification est positive, dans ce cas-là, on aura un accord sur l'objection et donc on pourra à ce moment-là la traiter. Mais donc, on peut mettre en place une technique de traitement des objections que quand on a un accord sur l'objection elle-même. Évidemment, argumenter dépend aussi du profil du client. Imaginons un client difficile qui privilégie l'information. Lui, il faudra avant tout être logique et développer une argumentation précise. Un client naïf qui attend beaucoup de son interlocuteur, il faudra lui donner beaucoup d'informations sans abuser de la situation. Un client timide qui n'ose pas s'exprimer, on devra le mettre à l'aise. Un client orgueilleux qui s'exprime avec conviction, qui a un avis sur tout, il faudra être patient et courtois et ne pas entamer la polémique. Un client revêche qui ne craint pas le conflit, se montrer très désagréable, on devra rester aimable, souriant. Et un client bavard, lui, ce qui est important, c'est qu'il va provoquer énormément de digressions. L'idée, ce sera pour le vendeur d'aller à l'essentiel et d'éviter les différentes digressions. Pour cela, il est important d'obtenir une bonne écoute. Alors, comment obtenir cette bonne écoute? Il y a plusieurs principes. Il faut développer une écoute active, aller vers l'autre, comprendre ses besoins, lutter contre les préjugés, chercher à obtenir de bonnes conditions matérielles pour obtenir une bonne écoute, donc éviter les discussions, les entretiens dans un couloir, dans un lieu bruyant, etc. Éviter les digressions et éviter la réplique réflexe, laisser le client s'exprimer. Une bonne écoute n'est pas suffisante, le silence est important. Alors, pourquoi le silence est important? Parce que d'abord, c'est une technique d'écoute et de négociation commerciale. C'est le meilleur allié du vendeur. D'abord, il évite, en se taisant, les maladresses. Et puis, il est important de laisser parler le client pour qu'il libère de son remords d'avoir acheté. On va retourner les situations grâce au silence. C'est un bonus matériel, il y a une gratification psychologique. Il permet aussi d'obtenir des renseignements complémentaires de l'acheteur. L'acheteur n'aimera pas le silence, il aura tendance à reprendre la conversation. Il permet aussi à l'acheteur de faire le point, de voir s'il a bien compris. Généralement, après l'annonce du prix, on garde toujours le silence. Après la signature du contrat, on va utiliser le silence pour conforter la décision d'achat du client. Le silence est un complément à l'écoute active. Le but de tout ça, c'est de communiquer efficacement, que ce soit avec des supports physiques ou des supports non physiques. Pour cela, il faut bien connaître l'entreprise où le vendeur se rend. De manière à maintenir un contact commercial, il faut dialoguer avec le véritable décideur, très important en B2B, car généralement, la première personne qui est rencontrée, ce n'est pas nécessairement le décideur. Et tant que le contrat n'est pas signé, la vente n'est pas réalisée. L'idée est développons une stratégie win-win, traduisons en tant que vendeur toutes les spécificités de l'offre en avantage, appelons le client par son nom de famille, sachons interpréter les attitudes non verbales, maintenant une certaine distance avec l'acheteur. Si des signes de désaccord apparaissent, essayons de les repérer. Par exemple, le croisement rapide des jambes, le croisement des bras, les gestes d'autocontact ou soulever les mains du bureau. Tout ça pour améliorer la communication. Dès le moment où tout cela est maîtrisé, la vente sera un succès.